Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Benoît Ellings. Bonjour. Vous êtes député fédéral à la Chambre. Vous occupez également la fonction de vice-président de la commission de la défense pour Écolo. Bachar el-Assad, le président syrien, c'est un allié ou un ennemi pour la Belgique? C'est un ennemi, en tout cas c'est un ennemi du peuple syrien, ça c'est certain. 6 victimes sur 7 aujourd'hui sont le fait des méfaits du régime Assad et on ne réglera pas la problématique syrienne en ne s'attaquant qu'à Daesh, qui est un problème géopolitique pour la région et pour le monde, mais Bachar el-Assad est le responsable des principales exactions commises sur place. Le père d'Eylan, ce petit garçon échoué sur une plage turque, fouillait Daesh, mais fouillait aussi le régime qui le poursuivait, le régime de Bachar el-Assad. Ça veut dire qu'il y a plus de victimes à cause de l'armée de Bachar el-Assad qu'à cause des exactions de Daesh? Vous savez, Daesh, qui est extrêmement puissant médiatiquement, n'a pas d'armée de l'air. Les seuls qui ont aujourd'hui des avions pour bombarder avec des barils de poudre, c'est Bachar el-Assad. Et donc, je veux dire, le problème qui s'est créé et qu'on a vu émerger il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'était Bachar el-Assad. Daesh est arrivé ensuite. C'est Bachar el-Assad qui a libéré les prisons des islamistes pour créer Daesh. Et aujourd'hui, il y aura une solution politique si et seulement si on met Bachar de côté, qui est responsable des exactions principales en Syrie. Je vous pose cette question parce qu'elle se pose quand même au niveau international. On a vu que Barack Obama et Vladimir Poutine en avaient discuté probablement hier soir, qu'ils se sont exprimés sur la question devant l'Assemblée générale des Nations Unies. On sent bien qu'il y a une tension entre faire une coalition internationale avec Bachar el-Assad ou sans Bachar el-Assad. Donc si je vous comprends bien, ça doit plutôt être sans. Oui. Ça ne veut pas dire... Est-ce qu'il en faut d'abord, une coalition internationale? Est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'il faut aujourd'hui monter une coalition contre Daesh et pouvoir intervenir en Syrie ou pas? Mais tenons compte de ce qui s'est déjà fait en Irak, juste à côté, il y a 1 an. Est-ce que les 6 F-16 belges ont eu l'efficacité militaire et politique, surtout politique, voulue? Non. Daesh n'est pas moins puissant qu'avant. Prenons un exemple récent qui vient faire un rebond dans l'actualité. Kunduz, Afghanistan. Kunduz, c'est l'endroit où les militaires belges sont restés 10 ans. Restés, ils étaient sur place, au sol. Est-ce que ça a eu un effet de transformation de l'Afghanistan en démocratie, en espace où toutes les minorités, Pashtuns et autres, ont eu leur mot à dire? Et donc Kunduz, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, où les talibans viennent de reprendre une partie de la ville. Les talibans sont de retour à l'endroit où nous étions censés avoir pacifié la région. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas intervenir contre Daesh, et donc on le laisse faire, même si on sait bien qu'ils terrorisent des populations, qu'ils pratiquent la rançon, qu'ils détruisent du patrimoine? Ils détruisent surtout des vies, accessoirement du patrimoine, surtout des vies. Ils détruisent la démocratie, ou en tout cas l'embryon qui avait là-bas. Ils imposent une forme de charia qui est la plus archaïque. Donc il faut trouver une solution pour pouvoir les désarmer. Les désarmer militairement, mais les désarmer politiquement. Est-ce qu'en massacrant, en bombardant les populations sunnites d'Irak, est-ce qu'on a décollé les sunnites aujourd'hui de Daesh? Non, au contraire, on les a poussés dans leurs bras. Donc il ne faut pas intervenir? Il faut en tout cas intervenir politiquement et créer enfin cette grande conférence régionale qui met tous les acteurs autour de la table, ceux qui tirent les marionnettes. Est-ce que ça va suffire quand on est face à une organisation qui se présente déjà comme un État, qui a une petite armée, qui a des revenus visiblement, qui a du matériel militaire? Oui, c'est le cas. Donc c'est clair que c'est un problème politique, mais il faut pouvoir avoir l'audace de dire que la solution est politique. Et assécher Daesh, c'est agir politiquement en mettant l'Arabie saoudite, la Turquie qui les finance, qui les soutient, l'Iran qui soutient Bachar el-Assad. Aujourd'hui à Genève, il y a quelques mois à Genève, il y a eu Genève 1 et Genève 2, les discussions sur la Syrie. Étaient présents autour de la table les États-Unis, la Russie, etc., l'Union européenne, mais n'était pas présent l'Iran, par exemple. Or, on sait que l'Iran est le principal soutien de Bachar el-Assad. Si on peut, avec la Russie, si on pouvait mettre autour de la table toutes ces puissances qui aujourd'hui tirent les ficelles, financent, envoient, laissent passer, et pouvoir déterminer les objectifs que la région, ces puissances régionales ont pour la région, l'influence qu'elles ont, et pouvoir se garantir une paix mutuelle, eh bien on pourra au moins éviter l'émergence de phénomènes atroces comme Daesh. Mais en tout cas, une chose est sûre,
une chose est sûre, les missions militaires contre Daesh jusqu'à présent n'ont pas atteint l'objectif de destruction politique voulu. Au contraire, ça a amplifié Daesh. Donc il faut changer de logiciel, il faut changer de méthode. Ça veut dire qu'on risque de laisser Daesh prospérer, même s'il sera peut-être dans un lieu géographique limité. Mais vous savez, aujourd'hui, est-ce que les frappes militaires belges, parce qu'on parle de ceci, on parle de notre implication comme Belgique dans une éventuelle action militaire concertée, est-ce que les 6 F-16 belges ont fait en sorte que moins de candidats au combat en Syrie, belges, sont partis vers la Turquie pour aller rejoindre la Syrie? Non, il y en a eu 600 en tout. 600 en tout. Quelle défaite. Il y a deux questions. Il y a une question, est-ce que la Belgique doit intervenir? Donc là, j'ai bien entendu la réponse, c'est non. En tout cas, il ne faut pas faire pire que mieux. Ouais, et il y a une autre question, c'est est-ce que personne ne doit intervenir? Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de dire, nous les Belges, on ne doit pas y aller, mais peut-être que les Français, les Américains ou les Russes doivent s'occuper de faire le travail? Essayons de faire autre chose que ce qui n'a pas marché en Afghanistan, ce qui n'a pas marché en Libye, ce qui n'a pas marché en Irak. Essayons de faire autre chose. Le combat que Daesh est en train de gagner, il n'est pas que militaire, il est politique. Si la Russie arrive avec une proposition qui est de dire on monte une coalition et on débarquera Bachar el-Assad, ce n'est pas une solution acceptable? En tout cas, il y a une solution de faire en sorte que la principale cause des violences et des dégradations des droits humains en Syrie, à savoir Bachar el-Assad, si c'est une solution politique et qu'il y a un départ de Bachar el-Assad, tout en maintenant peu ou prou certains membres du régime qui peuvent, comme on l'a fait en Irak. En Irak, vous savez, on a déstructuré l'État par l'intervention militaire de 2003 et on a complètement mis de côté les anciens cadres du régime irakien. Et ces cadres sont allés renflouer les troupes de Daesh. Et voilà. Et aujourd'hui, on est dans la situation dans laquelle aujourd'hui. Il faut une solution inclusive. Mais est-ce que la solution que vous proposez, qui est une non-intervention, c'est pas un petit peu... C'est une intervention politique. De faire autre chose que ce qui n'a pas marché. C'est pas une démission? C'est pas une démission. Écoutez, on va envoyer des avions. Et on va les envoyer contre qui? Des avions, ou des troupes au sol, ou des troupes moyens. Au sol, ok. Contre qui? Et on va les mettre où? Pour atteindre quel objectif? Vous voyez, la solution qui est d'inclure toutes les minorités, enfin, toutes les communautés, sunnites, chiites, alaouites en Syrie. Mais est-ce qu'on peut on ne pourra pas discuter avec Daesh? On ne pourra pas discuter avec Daesh, non. Mais Daesh, c'est un nain militaire. Par contre, c'est un géant politique. Il faut pouvoir démonter Daesh politiquement et faire en sorte que cette espèce d'Eldorado pour beaucoup de jeunes en Europe, de beaucoup de jeunes déboussolés, ne soit plus un Eldorado. Il faut démystifier Daesh et il faut d'autres méthodes que simplement envoyer des avions ou des troupes, mais ça, de toute façon, personne ne voudra envoyer des troupes au sol. Alors, vous êtes vice-président de la Commission de la Défense. On parle notamment des jeunes qui partent en Syrie, qui éventuellement, dans certains cas, reviennent. On parle de la surveillance que ça occasionne pour les services de l'État. On a appris aujourd'hui qu'André Van Doren, le patron de l'OCAM, donc l'OCAM, c'est l'Office central d'analyse de la menace, démissionnait. Il y avait une ambiguïté dans le rôle et le statut de l'OCAM. Est-ce que l'OCAM, c'est un service de renseignement ou ça n'est pas un service de renseignement? Alors, l'OCAM, c'est une instance qui est au-dessus des services de renseignement. Il y a 2 services de renseignement en Belgique, il y a la Sûreté de l'État et le service de renseignement de l'armée. Ces 2 services-là collectent l'information et font un travail sérieux de suivre les personnes qui potentiellement, dont ces jeunes qui sont partis en Syrie et qui reviennent, qui potentiellement peuvent... Est-ce que l'OCAM et son patron ont voulu faire plus que ce qui leur était confié? Oui. Clairement. C'est la raison de sa démission? Le patron de l'OCAM faisait beaucoup plus que faisait beaucoup plus qu'analyser la menace. Il la collectait et créait une sorte de 3e service de renseignement en Belgique, ce qui n'était pas utile. Et donc aujourd'hui, les choses sont visiblement simplifiées et clarifiées. C'est une bonne chose. Que la Sûreté et les services de renseignement de l'armée fassent leur travail, que l'OCAM fasse le sien. Alors, l'accueil des réfugiés, 240 personnes qui se sont présentées hier devant l'Office des étrangers qui n'ont pas pu voir leur demande examinée. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de la crise de l'accueil? Écoutez, c'est terrible. C'est un beau soupir. Oui, mais enfin, allez, pour tous ceux qui se sont rendus, et il y a de nombreux Bruxellois qui se sont rendus pour donner un coup de main à la plateforme citoyenne, à ces réfugiés qui se trouvent devant l'Office des étrangers, c'est désespérant. Pourquoi? Parce que ce bouchon, en fait, devant l'Office des étrangers, est créé par un plafond qui est idéologique. C'est le plafond des 250 personnes maximum qui ne peuvent entrer à l'Office des étrangers pour voir enfin un fonctionnaire pour analyser et créer leur dossier. Et donc la manifestation de dimanche, elle ne sert à rien? Si, elle montre la détermination et le très grand élan de sympathie que les Bruxellois, les Belges ont pour ces victimes du terrorisme ou de Bachar el-Assad ou d'autres phénomènes dans le monde. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que Theo Franken
avec son plafond de 250 candidats réfugiés maximum par jour, crée cet embouteillage. S'il pouvait faire sauter ce plafond idéologique, ce plafond des 250, on pourrait régler le problème du parc Maximilien et il n'y aura même plus besoin de remplir le WTC 3 pour accueillir ces pré-réfugiés. Donc c'est le pré-accueil dont on parle. Est-ce que sur l'accueil, quand on crée 800 places et qu'on investit 600 millions, là on est bon? Mais c'est-à-dire, il fait ce qu'il faut faire et ce que les conventions internationales nous obligent de faire. Donc Franken fait son travail sur ce qui est de l'accueil et crée des places supplémentaires. Ouais, places qui par ailleurs, secteur de l'accueil qu'il avait complètement déstructuré il y a un an à peine pour des raisons budgétaires et idéologiques aussi. Alors, Volkswagen qui a menti, l'usine de Forêt qui fait partie du mensonge est désormais confirmée. Est-ce qu'en rappelant des voitures, parce que Volkswagen a annoncé qu'il allait rappeler 11 millions de voitures, est-ce qu'ils font ce qu'il fallait faire? Oui, mais ils n'auraient pas dû mentir. Ouais. Aujourd'hui, il y a des normes environnementales, des normes sociales que les citoyens et les entreprises doivent respecter. Et visiblement, Volkswagen, on verra ce qu'il en est. Mais alors, on sait que la Flandre et la Wallonie envisagent de demander des indemnisations à Volkswagen. Est-ce que Bruxelles doit y réfléchir aussi? En tout cas, comme l'a dit Isabelle Durand, il faut s'interroger sur pourquoi nos pouvoirs publics régionaux, fédéraux et autres, ont investi massivement dans une usine qui ne respecte pas nos règles environnementales élémentaires. Ouais, peut-être parce que ça crée de l'emploi à Bruxelles et peut-être parce que les dirigeants de l'usine eux-mêmes ne savaient pas vraiment qu'il y avait tricherie. Vous savez, pourquoi pas des incitations à la création d'activités et la création d'emplois, il faut qu'elles soient conditionnées au respect de nos règles. Et les règles environnementales, ce sont des lois, ce sont des règles et il faut les respecter. Pour les respecter, mais aussi pour respecter la santé des citoyens. Donc ça veut dire que la région bruxelloise, le gouvernement bruxellois doit attaquer Audi Forêt ou Volkswagen? En tout cas, il doit s'interroger sur les raisons pour lesquelles il donne autant de facilités et de primes à Audi, alors qu'il ne respecte pas, les lois et les règlements européens en matière d'environnement. Merci Benoît Ellings d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est René Colin, le ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sera dans le fauteuil de l'interview. À demain.